Shirley, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Et maintenant, comment gouverner la France? C'est la question qu'on va se poser. On ouvre ce journal avec la chute du gouvernement Barnier, avec lui les mesures qu'il avait envisagées pour le budget 2025. Le Premier ministre a en effet remis sa démission au président ce matin à l'Élysée et la France est en train de vivre une situation absolument inédite. Michel Barnier n'aura tenu que 91 jours à Matignon. L'ancien commissaire européen devient ainsi le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. C'est aussi la deuxième fois seulement qu'un chef de gouvernement est renversé par une motion de censure, après Georges Pompidou en 1962, parce que c'est bien à la suite d'une motion de censure que Michel Barnier a dû faire ses cartons. Écoutez, ça s'est passé hier soir à l'Assemblée nationale. La première motion de censure est adoptée. Le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, pour annoncer l'adoption de cette motion de censure. 331 députés l'ont voté, ceux du Rassemblement national de la gauche et du camp d'Éric Ciotti. Désormais, comment les députés comptent-ils continuer à travailler à l'Assemblée nationale? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis du prochain gouvernement? Dans le camp LFI, on ne change pas de posture. Le président doit d'abord tomber. La députée Mathilde Panot était au micro de Jeanne Serrin sur France Culture. Par la censure de ce gouvernement, c'est toute la politique d'Emmanuel Macron qui est battue. Eh bien, il ne reste qu'une solution. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Et contrairement aux Insoumis, le Rassemblement national dit qu'il ne s'opposera pas au prochain gouvernement et ne souhaite pas la démission d'Emmanuel Macron, même si ses députés ont voté pour la motion de censure déposée par la gauche. C'est en tout cas ce qu'a affirmé la chef de file du RN, Marine Le Pen, hier soir sur le plateau de TF1. Côté PS, on souhaite le retour des négociations et pour cela, rien n'est moins sûr. Le député socialiste Arthur Delaporte sur France Culture. Les macronistes étaient jusqu'ici dans une forme de déni. Maintenant que le gouvernement est tombé, il va bien falloir qu'ils commencent à discuter. Et pour d'autres, comme pour certains députés du MoDem, on souhaite trouver un compromis sur les textes avant de trouver un Premier ministre. Parce qu'en effet, en attendant, le budget 2025 reste en suspens. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que va faire le président Emmanuel Macron, Shirley? Alors, plusieurs options s'offrent à lui. Pas de dissolution de l'Assemblée nationale possible avant l'été prochain. Donc, il lui reste 1. La nomination d'un nouveau Premier ministre. Et contrairement à la dernière fois, le président s'est engagé à ce que les choses aillent vite. 2. Emmanuel Macron pourrait laisser le gouvernement sortant gérer les affaires courantes. 3. C'est une possibilité et on en parle beaucoup. L'article 16 de la Constitution donnerait exceptionnellement au président les pleins pouvoirs exécutifs et législatifs, et ce notamment pour éviter le shutdown et faire adopter le budget. C'est un article qui peut être utilisé par le président en cas de crise. Sinon 4, il pourrait démissionner. On en sera plus en tout cas à la fin de son allocution, l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir sur TF1 et en ce moment d'ailleurs, et ces prochains jours, on l'espère. Quel que soit le gouvernement, en tout cas, leurs revendications sont les mêmes. Les fonctionnaires sont descendus dans la rue aujourd'hui pour réclamer des meilleures conditions de travail suite à l'appel à la grève des syndicats en ce jeudi 5 décembre. L'ensemble des secteurs de la fonction publique est concerné, depuis les collectivités territoriales à France Travail, en passant par l'éducation et les transports, gel du point d'indice, délai de carence pour les congés maladie, suppression de postes. Toutes ces mesures combattues par les syndicats ne sont plus d'actualité avec la chute du gouvernement. Et pourtant, la grève a été maintenue pour sensibiliser les Français à la baisse des dotations publiques, à l'état des hôpitaux, des écoles et des universités. Grève qui a été très suivie aujourd'hui, service au ralenti, transport perturbé, des vols annulés. Très forte mobilisation aussi du côté des syndicats enseignants, avec 50% de grévistes dans les collèges et les lycées et 65% à l'école élémentaire. Car si les 4000 suppressions de postes ne sont plus à l'ordre du jour, les arbitrages budgétaires pour la rentrée se font maintenant. Romain Allard, secrétaire départemental du syndicat FSU, était au micro d'Aurélie Jacquan sur France Inter. Le nombre d'enseignants, donc le nombre d'élèves par classe, se font maintenant. Donc, c'est-à-dire que les recrutements, les ouvertures de places au concours, c'est des choses qui se décident maintenant dans le cadre d'un budget. Effectivement, en l'absence de budget, ça a des conséquences très concrètes en termes de nombre de postes. Sur les accompagnants d'élèves en situation de handicap, 2000 recrutements étaient prévus, ils n'auront pas lieu non plus. Donc effectivement, il faut quand même un collectif budgétaire, parce que les services publics, ils ne peuvent pas être dépendants d'une vacance du pouvoir. C'était donc Romain Allard, secrétaire départemental du syndicat FSU.
On se rend en Italie à présent, où un étudiant a été condamné à perpétuité pour un féminicide. Ce meurtre avait bouleversé tout le pays l'année dernière. La peine de Filippo Turetta, 22 ans, a été prononcée par la cour d'assises de Venise ce mardi. Ce sera à la prison à vie pour ce jeune homme qui a tué Giulia Cecchettin, son ancienne petite amie d'au moins 75 coups de couteau. C'était en novembre 2023. La jeune fille avait été retrouvée morte une semaine après sa disparition dans un ravin près d'un lac au nord de Venise. Et le meurtrier, lui, avait été arrêté le lendemain en Allemagne. Des milliers de personnes avaient assisté aux funérailles de Giulia et son meurtre avait relancé le débat sur la persistance des violences contre les femmes en Italie. Les chiffres ne disent pas autre chose. Sur 276 meurtres recensés par le ministère de l'Intérieur italien cette année, 100 victimes étaient des femmes, dont 88 tuées par un proche, en majorité par un compagnon ou un ex-compagnon. Retour en France avec un documentaire qui souhaite donner une autre image de la jeunesse des quartiers de Marseille. C'est un projet porté par le réalisateur Cyril Lecomte. Oui, on l'a vu en tant qu'acteur dans La French ou Bac Nord. Eh bien, cette fois, Cyril Lecomte passe derrière la caméra pour présenter son propre film. L'urgent, c'est d'aimer, c'est le titre de ce film. Et il a été projeté mardi en avant-première au Prado de Marseille. On y voit des jeunes des quartiers prioritaires de la cité phocéenne. Alors, pourquoi Cyril Lecomte a-t-il décidé d'entreprendre ce projet ? Écoutez-le, il était au micro d'Hervé Godard sur France Bleu Provence. J'en avais un petit peu marre d'entendre tout ce qu'on entendait en permanence sur Marseille et ailleurs maintenant, enfin, comme quoi il n'y aurait plus que des jeunes avec de la drogue et des kalachnikovs, alors qu'il y a des gens absolument incroyables, qu'il y a une jeunesse qui est fourmillante, heureuse, dynamique, énergique et qui est... Et voilà, donc j'ai monté ces stages, j'ai rencontré des gens incroyables. Ils sont mineurs ou majeurs, scolarisés ou non, parfois en recherche d'emploi. À tous ces jeunes, Cyril Lecomte a voulu montrer une autre voie professionnelle possible, une voie plus artistique, dans ce qu'il appelle un film-stage, où il mélange des images des jeunes en plein apprentissage et des extraits de courts-métrages que les stagiaires ont eux-mêmes réalisés. Les détails de cette aventure par Cyril Lecomte toujours. Moi, j'avais l'impression de pouvoir apporter, de donner, de transmettre ce que je sais de mon métier d'acteur et de pouvoir... initier ce travail qui en fait est un travail sur la confiance, sur l'élocution, sur savoir travailler une situation. C'est pas simplement en fait qu'un travail de cinéma, ça peut se reporter à quelque chose comme retour, une sorte de formation. Enfin, c'est pas simplement en fait basé sur le. Et à travers tout ça, j'ai trouvé ces jeunes qui m'ont donné en fait quelque chose d'incroyable. Prochaine étape pour le réalisateur, trouver de nouveaux partenaires financiers pour faire de ce documentaire un film de 90 minutes. Et on termine avec des élèves de CM2 très courageux qui sont montés tout en haut de la Tour Eiffel pour la première fois. Et oui, la jeunesse en a sous le pied, 674 marches à gravir. Trop fastoche pour ces 40 élèves de 2 écoles parisiennes et beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu la Tour Eiffel d'aussi près. Écoutez. Très grand, c'est magnifique. On va avoir du mal à monter. Quand on regarde cette tour Eiffel, quand on est en bas, c'est strictement magnifique. Merci à Gustave Eiffel d'avoir construit ça pour Paris, c'est extraordinaire. Alors tout cela était très encadré, évidemment. Cette activité s'est déroulée dans le cadre d'un partenariat entre la société qui exploite la Dame de Fer et la mairie de Paris, avec un double objectif sportif pour valoriser l'activité physique et pédagogique pour mieux connaître le patrimoine culturel français. La mairie de Paris financera le ticket des 14 000 élèves qui visiteront cette belle tour Eiffel. Merci Shirley.